En 2025, au cœur brûlant du Sahel, un pari de 3 milliards de dollars redessine silencieusement la carte énergétique du Burkina Faso. Sous les panneaux de la ceinture agrosolaire, les champs autrefois stériles s'illuminent, l'eau remonte, l'électricité atteint des écoles et des cliniques longtemps abandonnées aux coupures. Mais derrière ces images spectaculaires, une question obsédante surgit. Jusqu'où ce modèle peut-il vraiment libérer Ibrahim Traoré et son pays des dépendances extérieures? Si ce mur de lumière tient ses promesses, il pourrait devenir la première réponse concrète, venue d'Afrique, aux crises d'énergie et de nourriture. La promesse portée par la ceinture agrosolaire dépasse la simple idée d'un projet énergétique. Elle esquisse la possibilité d'un Burkina Faso réellement autonome, capable de produire sa propre électricité tout en régénérant ses terres agricoles. L'enjeu central, au-delà de l'innovation technique, réside dans sa capacité à offrir une sécurité durable aux communautés rurales grâce à une énergie stable et une agriculture résiliente, un bénéfice décisif pour l'avenir du pays. Pourtant, ce pari repose sur un équilibre fragile. Financer, entretenir et étendre un réseau solaire d'une telle ampleur dans un État sahélien enclavé exige une rigueur constante. Un micro-hook se glisse ici. Si un seul maillon cède, l'ensemble du modèle pourrait vaciller. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré avance avec une stratégie affirmée, misant sur un financement souverain et sur l'expertise locale pour réduire toute dépendance extérieure. Le risque est grand, mais la récompense potentielle l'est davantage. Prouver qu'une nation du Sahel peut renverser son destin énergétique par sa seule volonté collective. Le mini révélation apparaît dès les premiers mois de 2025. Ce qui semblait n'être qu'un pari démesuré commence à produire des résultats mesurables, confirmés par les images satellites. En quelques semaines, les zones pilotes affichent une hausse de rendement agricole de 32%, preuve tangible que la combinaison entre énergie solaire et irrigation change réellement la donne. Ces premiers signaux transforment la ceinture agrosolaire d'Ibrahim Traoré en un chantier national observé avec une attention nouvelle. Les champs naguère stériles, desséchés par des années de sécheresse, retrouvent une vitalité inattendue grâce à l'irrigation solaire. L'eau circule à nouveau dans des zones où les puits étaient presque épuisés et les villages longtemps plongés dans l'obscurité voient leurs écoles et leurs cliniques éclairées de manière continue. Cette renaissance matérielle s'accompagne d'une transformation sociale. Des milliers de femmes rejoignent les coopératives solaires, assemblant panneaux, entretenant installations et participant à une économie circulaire entièrement locale. C'est dans ce contexte que la portée géopolitique du projet devient évidente. Le Burkina Faso, enclavé au cœur du Sahel, a toujours dépendu des importations de diesel et de l'aide extérieure pour stabiliser ses services essentiels. La perspective d'une production dépassant les 6000 mégawatts rebat les cartes. Elle place le pays dans une position inédite, capable de viser une autonomie énergétique presque totale. Les premières économies réalisées, près de 180 millions de dollars, renforcent la crédibilité d'un modèle fondé sur les ressources internes plutôt que sur les prêts internationaux. En arrière-plan, un enjeu demeure. Cette dynamique naissante peut-elle résister aux contraintes logistiques, aux tensions régionales et aux pressions des partenaires extérieurs? La question s'impose naturellement, surtout lorsque chaque avancée semble redéfinir le rôle d'Ibrahim Traoré dans le Sahel. Car ce projet n'est plus une théorie sur papier. Il devient une réalité vécue, marquant un tournant dans la trajectoire énergétique du pays. Au cœur de cette transformation, un personnage sert de fil conducteur, l'ingénieur local chargé des premiers hubs régionaux, dont le travail illustre comment le projet descend réellement jusqu'au terrain. Dans les villages pilotes, il observe que les stations de pompage, une fois alimentées,
par les panneaux solaires rétablissent une disponibilité d'eau que la population n'espérait plus. Cette amélioration, perceptible dès les premières semaines, change le quotidien. Les familles n'ont plus à parcourir des kilomètres pour accéder à une source fiable et les terres marginales recommencent à produire. La présence d'équipes communautaires formées sur place, notamment les coopératives féminines, confère une stabilité inattendue à des zones longtemps vulnérables aux ruptures d'approvisionnement. Menant ces avancées, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un simple porteur de projet que comme celui qui fournit l'impulsion politique nécessaire pour que les initiatives locales s'enracinent. Sa stratégie consistant à s'appuyer sur les ressources internes donne aux ingénieurs et agriculteurs une marge de manœuvre qui manquait depuis des décennies. Dans certains districts, l'éclairage nocturne des écoles crée un rythme nouveau. Les enfants suivent enfin des cours en soirée, tandis que les cliniques peuvent stocker des médicaments sensibles à la température. Ces évolutions, bien que précoces, signalent un basculement concret dans la vie quotidienne. La question essentielle émerge alors. Si ces premiers résultats tiennent, jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre dans le pays? Cette interrogation, portée par les acteurs de terrain eux-mêmes, souligne l'ampleur d'un changement qui dépasse largement la technique pour toucher directement les structures sociales. Le déclic survient au début de l'année 2025, lorsque les premières images satellites révèlent un tracé lumineux inattendu à travers le Sahel. Ce mur de lumière, longtemps perçu comme un concept ambitieux, commence à se matérialiser par des installations distinctes. Fermes solaires, réservoirs d'eau et stations de pompage surgissent simultanément dans plusieurs régions. Chaque site témoigne d'une progression rapide, presque chorégraphiée, comme si les différentes zones expérimentaient un même mouvement d'expansion coordonné. Les ingénieurs locaux, formés en urgence, assurent une mise en service régulière des équipements, donnant à ce déploiement une cadence continue qui surprend les observateurs extérieurs. La montée en puissance devient évidente lorsque les zones agricoles autrefois sales et stériles montrent des signes de renaissance. Les systèmes d'irrigation solaire rétablissent l'humidité du sol, permettant aux plantations de survivre aux semaines les plus chaudes. Les premières récoltes reviennent à un niveau inédit, confirmant la capacité du modèle agrosolaire à inverser la trajectoire de terre longtemps considérée comme perdue. Cet effet de bascule se renforce lorsque les cliniques rurales s'illuminent pour la première fois depuis des années, offrant des services médicaux sans dépendre de groupes électrogènes épuisés ou coûteux. Les écoles profitent de cette même continuité. Des cours du soir se mettent en place, changeant le rythme de vie de centaines de familles. La tension monte parallèlement sur la scène internationale. Tandis que les résultats apparaissent encourageants, plusieurs rapports émanant de Paris, Londres et Washington affichent une prudence marquée. Certains analystes jugent la vitesse d'expansion préoccupante, estimant qu'un tel déploiement pourrait compromettre les opérations de maintenance à long terme. D'autres dénoncent l'absence de financement extérieur qu'ils considèrent indispensable pour stabiliser des infrastructures de cette ampleur. Les critiques ne remettent pas en question les premiers succès, mais soulignent que la durabilité dépendra de la capacité du pays à gérer l'ensemble du réseau sans soutien institutionnel. Cette lecture sceptique s'alimente de projections alarmistes qui évoquent des risques logistiques et techniques en cas de ralentissement économique. C'est à ce moment que les autorités burkinabées réaffirment leur position. Le gouvernement déclare poursuivre le projet sans recourir aux prêts internationaux, privilégiant un système de financement souverain basé sur la consommation énergétique locale. Cette décision, portée publiquement par Ibrahim Traoré, vise à éviter les dépendances qui ont fragilisé le pays par le passé. Les hubs solaires continuent d'être étendus dans les régions enclavées, confirmant que l'État mise sur la décentralisation
et la participation communautaire pour entretenir les installations. Les coopératives, en particulier celles dirigées par des femmes, prennent en charge l'assemblage des panneaux, la gestion des séchoirs solaires et la maintenance quotidienne du réseau. La phase de retombées apparaît quelques mois plus tard. Les importations de diesel chutent de moitié, réduisant lourdement les dépenses publiques. Les villages bénéficient d'une eau plus accessible, en quantité suffisante pour stabiliser les réserves alimentaires. Les circuits locaux de production gagnent en efficacité, soutenus par une énergie abondante et peu coûteuse. Ce mouvement, encore fragile mais en pleine consolidation, confirme que le pays traverse une transformation structurelle qui pourrait redéfinir durablement son avenir énergétique et agricole. Le point de départ chiffré est clair. Avant 2025, 2025, les zones rurales du Burkina Faso dépendaient en grande partie de groupes électrogènes au diesel, coûteux et souvent défaillants, puis la transition solaire a créé une rupture nette dans cette dynamique. Cette bascule se mesure à travers un premier indicateur. La production énergétique atteint désormais 6000 mégawatts, une capacité suffisante pour alimenter des régions entières sans recourir à l'importation de carburant. Ce volume d'énergie exceptionnel pour un pays enclavé du Sahel marque une inflexion majeure dans l'histoire du secteur électrique national. Le deuxième indicateur concerne l'agriculture, secteur historiquement vulnérable aux sécheresses successives. Dans les zones pilotes, les rendements progressent de 32%, une augmentation qui dépasse largement les prévisions initiales et atteste de l'efficacité du couplage entre irrigation solaire et réhabilitation des sols. Cette progression, visible sur plusieurs cycles de culture, confirme la capacité du modèle agrosolaire à stabiliser les récoltes même durant les périodes de chaleur extrême. Les ingénieurs agronomes constatent que l'humidité du sol se maintient mieux, réduisant les pertes qui étaient fréquentes lors des saisons sèches. Le troisième indicateur porte sur l'impact économique global, mesuré par la réduction des dépenses liées aux importations de carburant. L'abandon progressif du diesel entraîne une économie annuelle estimée à 180 millions de dollars, somme réinjectée dans les infrastructures communautaires et l'amélioration des services publics. Ce gain financier, obtenu sans financement extérieur, illustre la logique circulaire propre au projet. L'énergie produite localement finance l'extension du réseau, renforçant ainsi l'autonomie structurelle du pays. Cette dynamique nourrit également les coopératives locales, en particulier celles dirigées par des femmes, qui participent à la croissance de la filière solaire. Ces chiffres ne prennent leur sens que lorsqu'ils sont replacés dans les réalités quotidiennes des populations rurales. L'électricité, auparavant rare, circule désormais de manière régulière dans les écoles et les cliniques, transformant les services essentiels. Les villages isolés bénéficient d'une eau plus accessible grâce aux pompes solaires, réduisant les déplacements et améliorant la stabilité alimentaire. Les, les chaînes locales de transformation agricole gagnent en efficacité, soutenues par une énergie abondante, durable et peu coûteuse, ce qui renforce les économies villageoises. Dans ce paysage en mutation, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur politique qui aligne volonté institutionnelle et capacité locale. Sa stratégie repose sur une articulation simple: produire l'énergie sur place, mobiliser les compétences internes, réduire chaque dépendance extérieure non essentielle. L'effet combiné de ces choix se lit dans les premiers bilans. L'électrification progresse plus vite que prévu. L'agriculture stabilise des zones longtemps fragiles et les économies réalisées consolident la possibilité d'un modèle autofinancé.
Ces résultats chiffrés ne constituent toutefois qu'un point d'étape. Leur pérennité dépendra de la capacité des communautés à entretenir le réseau, de la résistance des infrastructures aux conditions climatiques extrêmes et de la solidité du financement souverain dans les années à venir. Le premier argument avancé par les critiques souligne la vitesse exceptionnelle du déploiement agrosolaire. Selon eux, l'accumulation simultanée d'infrastructures, fermes solaires, stations de pompage, réservoirs d'eau, pourrait rendre la maintenance complexe, voire chaotique, une fois le réseau étendu à l'ensemble du pays. Il considère que l'absence de soutien financier international expose le Burkina Faso à un risque de saturation logistique, surtout dans un contexte sahélien marqué par l'instabilité climatique. Leur crainte principale porte sur la possibilité que les installations, faute d'un système de suivi centralisé, se dégradent plus vite qu'elles ne peuvent être réparées. Le second argument s'inscrit dans une perspective plus géopolitique. Certains experts occidentaux estiment que, malgré une volonté proclamée d'indépendance, le pays pourrait devenir dépendant de technologies importées, notamment pour les composants sensibles des panneaux solaires. Ils redoutent que cette dépendance ne contredise la promesse de souveraineté énergétique, surtout si les tensions internationales venaient à perturber les chaînes d'approvisionnement. Ces observateurs ajoutent que les économies réalisées grâce à la baisse des importations de diesel pourraient être temporaires si les coûts de remplacement du matériel augmentaient dans les années suivantes. L'hypothèse d'un essoufflement financier est régulièrement évoquée dans leurs analyses. La réponse aux deux arguments se trouve pourtant dans les éléments les plus concrets du terrain. Le projet agrosolaire repose déjà sur 3 usines locales capables d'assembler des panneaux, réduisant de 40% les importations de matériel et formant une main-d'œuvre apte à gérer l'entretien. Cette industrialisation interne limite la vulnérabilité du pays face aux fluctuations extérieures. Parallèlement, le financement souverain, soutenu par une taxe énergétique approuvée par référendum, crée un mécanisme circulaire qui évite la dépendance aux prêts internationaux. Enfin, les premiers résultats observés, augmentation agricole de 32%, production de 6000 MW, économie de 180 millions de dollars, démontrent que le modèle, sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas une projection théorique, mais une réalité fonctionnelle. À ce moment du récit, un pivot silencieux apparaît. Dans plusieurs districts, les hubs solaires révèlent une dynamique inattendue. Les communautés, autrefois dépendantes de programmes extérieurs, prennent désormais la main sur le fonctionnement des stations, assurant d'elles-mêmes la maintenance quotidienne. Cette bascule n'est pas anecdotique, car elle montre qu'un système pensé pour être fragile aux yeux des observateurs internationaux devient, en réalité, plus robuste grâce à l'implication directe des habitants. Les coopératives féminines, notamment, ne se contentent plus d'assembler des panneaux. Elles gèrent les séchoirs, supervisent les bornes d'irrigation et forment de nouvelles équipes dans les villages voisins. Ce glissement transforme la perception globale du projet. Ce n'est plus seulement une initiative d'État, mais une mécanique sociale qui s'amplifie par diffusion locale. C'est précisément à ce point que la vision d'Ibrahim Traoré se distingue non par une annonce spectaculaire, mais par la continuité des résultats observés. Le projet, en se consolidant sur le terrain, modifie les rapports de force. Les économies réalisées, l'éclairage stable et la renaissance agricole créent une dynamique collective qui renforce l'idée d'autonomie. Ce midpoint, discret mais stratégique, change la nature du pari. Il ne s'agit plus de prouver que le modèle peut fonctionner, mais de comprendre jusqu'où il peut s'étendre. Les effets du modèle agrosolaire sur les ménages ruraux se manifestent d'abord dans la vie quotidienne. L'accès à une irrigation stable transforme la relation des familles à leurs terres, car l'eau n'est plus une ressource aléatoire dépendante des pluies saisonnières. Les, les champs, auparavant soumis à l'échec récurrent des récoltes,
produisent désormais de manière plus régulière, permettant aux villages de reconstituer des réserves alimentaires fiables. Cette stabilité réduit les périodes de disette, améliore la sécurité nutritionnelle et redonne aux communautés un contrôle qu'elles avaient perdu face aux sécheresses successives. De nombreux foyers constatent enfin que l'électricité nocturne facilite l'éducation des enfants et renforce la cohésion sociale autour des infrastructures rénovées. Les acteurs économiques locaux sont eux aussi touchés par cette transformation. Les ateliers ruraux, longtemps limités par l'intermittence énergétique, fonctionnent aujourd'hui avec une régularité essentielle pour produire, transformer ou conserver des marchandises. Les, sé- les séchoirs solaires, installés dans plusieurs districts, permettent d'allonger la durée de stockage des produits agricoles, ouvrant la voie à de nouveaux circuits commerciaux. Les artisans profitent également de cette stabilité. La possibilité de travailler le soir, grâce à un éclairage constant, redonne de l'élan à des activités autrefois contraintes par le jour. Ces évolutions créent un tissu économique plus dense, moins dépendant des centres urbains et mieux intégré dans les dynamiques régionales. L'impact sur les nouvelles dynamiques sociales se révèle tout aussi structurel. Les coopératives féminines gagnent en influence, car leur rôle dépasse désormais l'assemblage de panneaux pour toucher à la gestion quotidienne de plusieurs installations solaires. Cette implication renforce la place des femmes dans la prise de décision communautaire, transformant des hiérarchies longtemps figées dans les zones rurales. Les jeunes, souvent attirés par les migrations vers les villes, reviennent dans leurs villages pour intégrer les équipes techniques, désormais reconnues comme porteuses d'avenir. Ces mouvements, encore récents, rééquilibrent les relations intergénérationnelles et montrent que la transition énergétique peut devenir un moteur de recomposition sociale. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières du Burkina Faso. La montée en puissance énergétique facilite les premiers échanges d'électricité avec les pays voisins, notamment là où les réseaux restent fragiles. Cette circulation, même limitée, reconfigure les équilibres dans un Sahel souvent marqué par la dépendance aux partenaires extérieurs. Les performances agricoles observées dans les zones pilotes attirent l'attention d'autres gouvernements sahéliens qui cherchent à comprendre les mécanismes pouvant stabiliser leur propre territoire. Dans ce contexte, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré devient un point de référence, non par effet d'annonce, mais par les résultats concrets déjà visibles dans les districts ruraux. Dans une perspective de base, la progression du projet suit une trajectoire régulière. Les infrastructures déjà en place sont consolidées, ce qui permet de maintenir la production énergétique autour de 6000 MW sans rupture majeure. Les rendements agricoles continuent d'augmenter modestement, soutenus par des systèmes d'irrigation devenus plus fiables. Les hubs solaires se multiplient dans les districts qui n'avaient pas encore bénéficié du déploiement initial, étendant progressivement la couverture nationale. Cette évolution, prudente mais stable, dépend d'un entretien rigoureux des installations et d'un climat politique cohérent au cours des 12 prochains mois. Dans une perspective optimiste, la dynamique s'accélère. L'afflux d'investissements africains ou locaux se manifeste, attirés par les résultats déjà visibles dans les zones pilotes. De nouvelles interconnexions électriques voient le jour, facilitant l'exportation vers des marchés plus éloignés comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Les rendements agricoles gagnent encore en intensité, portés par une adoption rapide des systèmes d'irrigation dans plusieurs régions agricoles stratégiques. Cette évolution crée une chaîne de valeur élargie, renforçant l'industrie solaire locale et posant les bases d'une autonomie économique renforcée. Dans une perspective plus difficile, les pressions extérieures deviennent plus fortes. Des tensions commerciales, des critiques institutionnelles ou d'éventuelles sanctions financières pourraient ralentir l'expansion du projet. Les chaînes
d'approvisionnement des composants importés se complique, allongeant les délais de remplacement ou d'entretien. Les communautés locales continuent néanmoins de porter le modèle grâce à leur maîtrise progressive des installations, ce qui limite les risques de rupture totale. Ce scénario, bien que contraignant, n'annule pas les progrès acquis, mais exige une gestion prudente des ressources et une résilience accrue des structures communautaires. À travers ces trois perspectives, une recommandation s'impose. Les mois à venir devront être abordés avec une logique d'anticipation plutôt qu'une logique de réaction. L'équilibre entre expansion et maintenance sera décisif pour éviter les fragilités, tandis que la capacité des communautés à conserver leur autonomie technique constituera le meilleur rempart contre les incertitudes économiques et géopolitiques. Pour de nombreux habitants des zones rurales, les transformations engendrées par la ceinture agrosolaire ne relèvent plus de l'abstraction, mais d'un changement tangible qui modifie leur rapport au quotidien. Les familles voient leur soirée changer de rythme grâce à l'éclairage stable, permettant aux enfants d'étudier et aux adultes d'organiser des activités communautaires au-delà des heures de soleil. Les agriculteurs, autrefois dépendants des aléas climatiques, redécouvrent la possibilité de planifier leur culture avec davantage de confiance, soutenue par une irrigation continue. Cette stabilité nouvelle crée un environnement où les initiatives locales émergent mais plus spontanément et où la notion de sécurité matérielle cesse d'être un objectif lointain. Dans ce contexte, les habitants perçoivent l'énergie solaire non comme une technologie extérieure, mais comme une ressource qui renforce leur autonomie. Les jeunes, les jeunes générations ressentent également l'impact de cette transition. Les ateliers techniques, les coopératives solaires et les projets de formation locale deviennent des points d'ancrage pour ceux qui auparavant cherchaient à quitter leur village faute de perspective. Les opportunités d'apprentissage et d'emploi contribuent à redéfinir leur vision de l'avenir, tout en consolidant un sentiment d'utilité au sein de leur communauté. Les femmes, déjà impliquées dans les chaînes de production solaire, jouent un rôle essentiel dans cette dynamique, montrant que la transition énergétique peut aussi être un moteur de transformation sociale. Les spectateurs extérieurs, qu'ils soient africains ou non, trouvent dans ces évolutions une invitation à repenser la relation entre autonomie locale et développement durable. Dans ce mouvement collectif, deux pistes simples prennent forme pour ceux qui souhaitent s'impliquer. Soutenir les initiatives communautaires liées à l'énergie propre et encourager la formation technique locale. Ces gestes, modestes mais concrets, renforcent donc les dynamiques déjà engagées et donnent à chacun la possibilité de participer à une trajectoire de changement durable. La consolidation du modèle agrosolaire exige une méthode articulée en plusieurs étapes, chacune pensée pour stabiliser les acquis et préparer l'extension nationale. La première étape consiste à généraliser les hubs solaires communautaires dans les villages de plus de 2000 habitants. Les équipes locales doivent être formées à la maintenance des stations, assurant d'une autonomie technique mesurable par le taux de disponibilité énergétique. La mise en place de fonds de maintenance gérés directement par les communautés constitue le mécanisme indispensable pour garantir la continuité des services. Cette approche ancre durablement les infrastructures dans le tissu rural. La deuxième étape repose sur l'industrialisation complète des équipements solaires. Trois nouvelles usines doivent être construites pour produire panneaux et batteries, ce qui permettra de réduire les importations et de sécuriser les chaînes de remplacement. Les objectifs mensuels, mesurés en nombre d'unités assemblées, détermineront la capacité du pays à maintenir son indépendance industrielle. Les réseaux de formation technique devront accompagner cette expansion afin de garantir une main-d'œuvre stable et qualifiée. Ce renforcement de l'appareil productif soutient la montée en puissance des coopératives.
La troisième étape concerne la recherche agronomique, axe essentiel pour maintenir l'efficacité de l'irrigation solaire face aux conditions climatiques extrêmes. Un institut agroénergétique pilote devra tester de nouvelles variétés adaptées au sol du Sahel, avec des résultats évalués selon les rendements expérimentaux et la résistance des cultures. La collaboration entre ingénieurs, agronomes et techniciens locaux assurera une cohérence entre innovation et besoins sociaux. Dans cette trajectoire progressive, la stratégie portée par Ibrahim Traoré devient un cadre d'action plus qu'un simple discours. Les 5 prochaines années devront être guidées par une logique de continuité, où chaque étape renforce l'autonomie énergétique, agricole et industrielle déjà amorcée. Dans plusieurs villages pilotes, l'ingénieur rencontré au début du déploiement observe aujourd'hui une scène qu'il n'aurait pas imaginée 2 ans plus tôt. Les stations qu'il avait aidé à mettre en route fonctionnent désormais sans son intervention directe, entretenue par les habitants eux-mêmes. Les coopératives féminines, auparavant perçues comme de simples ateliers d'assemblage, gèrent avec assurance les séchoirs solaires, les panneaux et les pompes, transformant un défi technique en une dynamique collective. Cette autonomie locale donne une nouvelle résonance à la trajectoire d'Ibrahim Traoré, dont la vision semblait au départ presque trop ambitieuse pour un pays du Sahel. Aujourd'hui, chaque borne d'irrigation en activité, chaque école éclairée le soir et chaque réserve d'eau stabilisée redonnent une signification concrète à l'idée de souveraineté. Ce ne sont plus seulement des infrastructures qui se développent, ce sont des communautés qui réapprennent à compter sur elles-mêmes, retrouvant une fierté longtemps étouffée par les crises successives. Dans cette renaissance silencieuse, une certitude se détache, et de cette renaissance silencieuse émerge une évidence simple. La dignité renaît quand le contrôle revient au peuple. À mesure que la ceinture agro-solaire transforme les villages, les habitants découvrent que cette transition ne se résume pas à une prouesse technique, mais à une nouvelle manière de penser le futur. Les communautés, longtemps dépendantes de structures extérieures, s'approprient désormais leurs ressources et réorganisent leur quotidien autour d'une énergie stable et de terres revitalisées. Cette évolution invite chacun à dépasser la simple observation pour envisager son propre rôle dans ce mouvement collectif, soutenir les coopératives locales, encourager les formations techniques ou relayer ces expériences deviennent autant de gestes qui renforcent l'élan déjà engagé. L'histoire du Burkina Faso rappelle ainsi que les initiatives les plus durables naissent souvent de la combinaison entre volonté locale et participation active des citoyens. Si cette lumière peut redessiner le destin d'un pays sahélien, que pourrions-nous accomplir en soutenant, chacun à notre échelle, les projets qui rendent l'autonomie possible pour tous?